Auriez-vous pensé qu'un père était capable de tuer ses propres filles au nom d'un concept aussi abstrait que l'honneur? Eh bien, pour ne rien vous cacher, moi non plus. Tout du moins jusqu'à cette nuit de juin 2009, la nuit où j'ai perdu la vie. Cette triste histoire, je m'apprête à vous la partager. Non pas pour chercher votre compassion, il est malheureusement trop tard pour cela, mais pour que jamais plus personne ne ferme les yeux sur de telles atrocités. Je m'appelle Rona Amir Mohamed et voici le récit tragique de ma vie. Ambulance service, tell me exactly what happened. Mummy fell down the stairs. Your mummy fell down the stairs. Mummy has got a baby. Oh, and she's got a baby. Did mummy and the baby fall? He was already there, not need one. Starting a card for a parking problem. Bonjour et bienvenue sur le podcast Jidiane sans tabou. Je suis Aïcha. Ici, je donne la parole aux femmes résilientes et petite nouveauté cette année, je vais vous partager certaines histoires poignantes. Ces histoires sont le récit de femmes dont le destin fut tragiquement marqué par des crimes commis au nom de l'honneur. Un concept souvent abstrait et individuel qui, comme vous le découvrirez, peut être la cause de bien des malheurs. Non-respect des mœurs, insulte aux traditions, conduite jugée décadente, les raisons invoquées par les coupables n'excuseront jamais les atrocités qu'ils ont commises. À travers cette nouvelle série d'épisodes, je souhaite donc rendre hommage à ces femmes courageuses ayant payé au prix de leur vie l'injustice d'une idéologie toxique. Le partage de ces histoires émouvantes et tragiques vous montrera les pires aspects de la nature humaine. Peut-être serez-vous énervé, attristé, bouleversé, ému ou désespéré. Ces émotions, vous ne devez pas les laisser vous affecter. Servez-vous-en comme une source d'énergie au service de la lutte contre les inégalités et les injustices. Car oui, si ce podcast a pour but le partage, l'hommage et la prise de conscience, je souhaite également qu'elle vous motive à mener les combats qui vous semblent justes. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes en 1980, j'ai une vingtaine d'années lorsque j'épouse Mohamed Chafia. À défaut de devenir l'amour de ma vie, cet homme deviendra mon geôlier, mon tortionnaire et pour finir, mon bourreau. Cela dit, les choses auraient peut-être été différentes si je n'avais pas été stérile. Toujours est-il qu'après 7 ans de mariage et de nombreuses tentatives, il était évident que je ne donnerais jamais la vie. Bien sûr, je n'avais pas choisi cette fatalité, mais je devais tout de même en payer le prix. Par prix, j'entends les représailles de Mohamed, mon mari. Il m'empêchait d'aller voir ma mère, critiquer ma cuisine, trouver des excuses pour me harceler. J'ai fini par lui dire « Vas-y, prends une autre femme, je n'y peux rien ». Et c'est ce qu'il fit. En 1988, il épousa Touba Mohamed Yahya, âgé de 19 ans. Je précise que nous vivions à Kaboul, en Afghanistan, pays où la polygamie est tolérée. Dans cette société, il était légitime de parler de patriarcat oppressif et de masculinité toxique. Touba comblait les attentes de Mohamed en lui donnant 7 enfants, un tous les ans. Elle devint rapidement son épouse favorite. Moi, je fus relayée au rang de servante, tout juste bonne à m'occuper des enfants de Touba que j'élèverais comme la chair de ma chair. Quelques années plus tard, Mohamed, qui avait fait fortune dans l'immobilier, demanda un visa d'investisseur canadien, car c'est au Canada que se trouvait la famille de Touba. Tout le monde fut expatrié, moi excepté. Et oui, la polygamie n'est pas tolérée en Amérique du Nord. Je fus donc envoyée en France, chez ma sœur, que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Cela me fit chaud au cœur de la revoir, mais mes enfants me manquaient terriblement. Je m'inquiétais pour eux. Les laisser seuls avec leur père me terrifiait. Quant à leur mère, on ne peut pas dire qu'elle faisait quoi que ce soit pour les défendre. Dans son cas, il serait plus juste de parler de génitrice, car celle qui endossait le rôle de mère, c'était bien moi. J'attendis ainsi que mon mari, si on peut encore parler de mari, m'obtienne un visa en embrassant la photo de mes chéris chaque soir. Mohamed réussit finalement à m'obtenir un visa en me présentant comme une cousine. J'emménageais avec toute la famille en novembre 2007 au rez-de-chaussée de leur duplex du quartier Saint-Léonard à Montréal.
J'étais alors plus heureuse que jamais de retrouver mes enfants. Mais je retrouvais également mon geôlier, Mohamed, qui contrôlait mes moindres faits et gestes. Sous son emprise, je n'avais pas le droit de travailler ni d'étudier. J'étais de nouveau la bonne à tout faire de la famille. Moi qui ne parlais ni anglais ni français, j'étais à la merci de cet homme impitoyable. Touba, qui conservait mon passeport, me disait « Ta vie est entre mes mains, tu n'es pas sa femme, tu es ma servante. » Les enfants, eux, avaient un peu plus de liberté. Ils fréquentaient des classes d'accueil pour immigrants afin de faciliter leur intégration. L'aîné Ahmed et sa sœur cadette Zeynep, qui venaient d'avoir 18 ans, ont, quant à eux, rejoint un centre d'intégration pour immigrants adultes. C'est là-bas que Zeynep fit la rencontre de Amar Wahid, un jeune Pakistanais de 24 ans. Entre eux naîtra une histoire d'amour impossible qui n'avait rien à envier à celle de Roméo et Juliette. En effet, dès le début de leur relation, Zeynep lui envoya des mails anonymes pour le mettre en garde contre son frère. Jeune et influençable, Ahmed se révélera aussi cruel et dérangé que son père. Mais à cette époque, personne n'aurait pu prédire la tournure qu'allaient prendre les événements. Enfin, tout cela aurait tout de même pu être évité si de véritables mesures avaient été prises. Si je dis cela, c'est parce que le corps enseignant voyait bien que mes enfants se comportaient bizarrement. Ils ont d'abord cru à une difficulté d'adaptation vis-à-vis des différences culturelles, mais ils se sont vite aperçus que tous craignaient les représailles de leur père, et particulièrement les filles. Elles étaient terrifiées à l'idée de rentrer chaque soir à la maison, car quand ce n'était pas Mohamed qui les battait, c'était Ahmed qui s'en chargeait. Moi, je ne pouvais qu'assister impuissante à ce terrible spectacle. Mohamed me battait, me tirait les cheveux, me traînait par terre, me donnait des coups de pied et je tolérais tout cela car j'étais terrorisée. Il me menaçait en disant que si j'allais à la police, il m'expulserait du Canada et je serais séparée de mes enfants. Sans compter qu'une fois renvoyée en Afghanistan, qui aurait pu me protéger de sa famille? Il m'aurait sans doute assassinée s'il en avait donné l'ordre. Pour échapper à cet enfer, j'avais pris l'habitude de me promener dans les parcs en pleurant. À la maison, personne ne me parlait sauf Giti et Sahar, mais seulement quand leur mère n'était pas là. Dire que la vie n'était pas dure pour moi serait mentir. Le confort que nous assuraient les revenus de Mohamed ne compensait en rien les souffrances physiques et psychologiques qu'il nous faisait subir à moi et mes filles. Je me rappelle la fois où Sahar fut frappée à coups de ciseaux par son frère Ahmed. Suite à cela, elle tenta de se suicider par overdose médicamenteuse. C'était en mai 2008, il me semble. Quel horrible souvenir. L'école fit alors un premier signalement à la protection de l'enfance, mais devant les enquêtes sociaux, les Mohamed et Touba nièrent en bloc les précédentes accusations de Sahar qui resta muette, paralysée par la peur. Au printemps 2009, ce fut au tour de Zeynep de déclencher la fureur de son père. Elle avait repris contact avec son compagnon Amar et Mohamed l'a pris. Il était furieux que sa fille d'origine afghane fréquente un Pakistanais. Sentant la menace peser sur elle, elle appela Amar en le suppliant de venir la chercher comme pour la délivrer de son enfer quotidien. Elle s'enfuit alors du domicile et son grand frère Ahmed appela la police pour signaler sa disparition. Peut-être n'aurait-il pas dû contacter les forces de l'ordre puisqu'une fois au domicile familial, ils recueillirent les plaintes des enfants vis-à-vis de leur père et remarquèrent que certains portaient encore les marques de ses sévices. Moi, je n'osais rien dire, toujours pétrifiée de terreur. Et même si j'avais parlé, à quoi bon? Les policiers contactèrent la protection de l'enfance qui ferma une fois de plus le dossier sans donner suite. À croire que tout le monde préférait fermer les yeux sur ce que nous vivions jusqu'à ce que l'ultime tragédie survienne. Zeynep vivait donc à l'autre bout de la ville avec son copain. Elle projetait de se marier avec lui. Assez curieusement, sa mère, qui s'était toujours rangée du côté de son père, la contacta pour lui dire qu'elle approuvait leur union. Elle alla même jusqu'à dire que si elle avait peur de son père, elle le quitterait pour prendre un logement seul et l'accueillir. Évidemment, tout cela n'était que des mensonges destinés à amadouer Zeynep. La situation dura comme ça un certain temps jusqu'à ce que Mohamed prenne l'avion accompagné d'Ahmed en direction de Dubaï. Le jour même de leur départ, la vicieuse Touba ramena Zeynep au domicile familial.
J'étais évidemment heureuse de la revoir, mais j'aurais encore préféré qu'elle refasse sa vie en tirant un trait définitif sur son passé. D'autant plus que la police estime aujourd'hui que cet événement fut l'amorce du plan sadique de Mohamed, sa femme et son fils, destiné à nous ôter la vie. Mohamed, désapprouvant le mariage jusque-là, décida mystérieusement de téléphoner à l'oncle de Touba pour lui demander d'organiser les noces. Celui-ci accepta. Mais alors que le mariage était prévu dans une mosquée de Montréal pour le 18 mai 2009, la famille d'Amar refusa de nous rencontrer, Zeynep, moi, Touba et tout le reste de la famille. Touba prit cela comme un affront et Zeynep ne voulait pas être celle qui séparerait Amar des siens. Le mariage fut aussitôt annulé. Pour remonter le moral de sa petite nièce, l'oncle de Touba organisa une fête chez lui. Je me souviens avoir dansé avec mes filles, c'était l'un des rares moments de bonheur que je pus partager avec elles durant ces années au Québec. J'ignorais qu'au même moment, Mohamed tenait une terrible conversation au téléphone avec l'oncle de Touba. Il parla en ces termes: « Si j'avais été là, je l'aurais éliminé, elle a sali mon nom et m'a déshonoré au sein de la communauté afghane. Je l'aurais éliminé, a-t-il dit ? Cet homme considérait donc sa fille comme un virus que l'on élimine au nom de l'honneur? Quelle idée abjecte !» Et comme si un malheur ne suffisait pas, Sahar, la troisième de la fratrie, se mit à fréquenter un garçon hondurien de confession catholique nommé Ricardo. Elle fit évidemment tout pour garder le secret, mais le 5 juin 2009, Sahar demanda une fois de plus l'aide de la protection de l'enfance. Son frère avait appris pour son petit ami. Il la traita de pute, la battait et comptait la dénoncer auprès de son père. Elle avait très peur pour sa sécurité, et moi aussi. Malheureusement, la protection de l'enfance ignora sa plainte et lui conseilla de trouver refuge ailleurs. Comme si cela était simple de trouver refuge pour une jeune fille de 17 ans, menacée par ses proches. À croire que le sort s'acharnait sur nous. Quant à Giti, née après Sahar, elle sentait que ses sœurs étaient en danger. À l'école, elle faisait tout pour attirer l'attention de la protection de l'enfance et du corps enseignant. Une fois de plus, elle tenta de les alerter, sans succès. C'est alors que Mohamed et Ahmed rentrèrent de Dubaï le 13 juin 2009 précisément. Je n'en aurai jamais la certitude, mais je reste persuadée que lui et sa femme avaient déjà pris la décision de nous assassiner à ce moment-là. Surprenamment, Mohamed dit à Zeynep qu'il lui pardonnait pour le mariage, lui qui, quelques semaines plus tôt, parlait de l'éliminer. Peu de temps après, lui et Ahmed mirent la main sur des photos que ses filles avaient prises avec leur téléphone. On les voyait avec leurs copains et parfois en sous-vêtements. Pour Mohamed, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. S'il avait encore des doutes sur le fait de commettre le meurtre de ses propres filles, toute hésitation venait de partir en fumée. Et tout ça pour de simples photos. L'enquête de la police révélera plus tard qu'à ce moment, lui et son fils ont cherché où et comment commettre ce crime innommable. Finalement, le 22 juin 2009, Mohamed acheta une Nissan d'occasion pour emmener toute la famille visiter les chutes du Niagara. Assez naïvement, je me suis réjouie à l'annonce de ce voyage, si seulement j'avais su. 7 jours plus tard, les vacances étaient finies, mais moi, Zeynep, Sahar et Giti ne reverrons jamais notre maison à Montréal. Sur le chemin du retour, Mohamed décida de faire escale à Kingston pour la nuit. Le lendemain matin, mes filles et moi sommes retrouvées mortes dans les eaux d'une écluse du canal Rideau. La police, qui pensait au début à un tragique accident, remarquera bien vite les marques laissées sur la voiture Lexus de Mohamed lorsque celle-ci nous poussa au fond de l'eau. Heureusement, à ce moment-là, nous étions déjà mortes ou inconscientes. Les détails de l'enquête sont encore flous. Mohamed, son fils et sa femme nous avaient-ils noyés dans ce bassin près de l'aire de repos? Nous ne le saurons sans doute jamais. Les 3 furent ainsi condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de sortie avant 25 ans. Quelques jours après notre mort tragique, on pouvait entendre sur les écoutes téléphoniques de Mohamed « Dieu maudisse leur génération, elles étaient des enfants sales et pourris. Ô diable, elles et leurs petits amis, j'irai déféquer sur leur tombe. » Il déclara également « Même si on me hisse sur la potence, rien n'est plus cher pour moi que mon honneur. » Ce terrible honneur pour lequel un homme assassina ses 3 filles et la femme qui le supporta, lui et ses manières abjectes, durant près de 30 ans. Moi qui n'avais jamais fauté, qui étais toujours restée à ma place, mon seul crime fut de ne pas avoir été féconde. Pour cela, je fus condamnée à une mort atroce et j'eus à endurer celle de mes 3 filles. À cela, je ne pourrais rien ajouter d'autre que la parole du juge adressée directement à Mohamed Chafiya lors de son procès. Il est difficile de concevoir un crime plus ignoble et plus haineux.
La raison apparente de ces meurtres honteux commis de sang-froid est que ces 4 victimes totalement innocentes avaient outragé votre concept complètement tordu de l'honneur, lequel n'a absolument pas sa place dans une société civilisée. Cet épisode est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-moi tout en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Si le récit que vous venez d'entendre vous a touché, vous pouvez également vous abonner au podcast, laisser un commentaire et une note de 5 étoiles pour soutenir mon travail. Merci infiniment à celles et ceux qui s'en donneront la peine. Vous pouvez également partager cet épisode autour de vous afin que cette histoire tragique ne sombre pas dans l'oubli. À toutes les femmes qui m'écoutent, je ne peux que vous inviter à rester forte, courageuse, résiliente et vraiment sûre de vous. Quant à celles qui subiraient des violences quotidiennes, qu'elles soient conjugales, domestiques, sexuelles, physiques, morales, etc., vous n'êtes pas seules dans cette épreuve et parlez-en s'il vous plaît. Merci encore pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau podcast sur Jigane sans tabou.